J'ai essayé pas mal de pouvoir aider quelques organisations au Congo que je ne vais pas dire les noms ici pour éviter que simplement que ces gens-là soient des victimes du système Sassou. Et donc, j'encourage énormément aussi à ceux-là qui pensent aider les Congolais de pouvoir le faire. Voilà. Voilà, moi également, il m'arrive d'acheter des ordonnances à des inconnus online, voilà, des gens qui nous sollicitent, voilà. Nous vous invitons donc à le faire, chers amis. Merci à tous ceux qui viennent de se connecter sur la radio de la communauté en direct du Studio Central. Je rappelle, nous avons pour invité M. Bernard Pongui. Avec Bernard Pongui, nous parlons du Congo-Brazzaville, notamment de la crise multidimensionnelle que connaît notre pays. Bernard Pongui, dans une récente vidéo, vous avez évoqué le problème, une boutade, notamment Congo-Zoba. Alors, Bernard Pongui, ça m'a interpellé. De quel Congo parlez-vous? Parce que moi, je suis du Congo de l'ancien, notamment de celui de Yulu, celui de Massamba Deba. Quand je suis allé à l'école, alors l'école Massamba Deba m'a tout donné, donc l'État m'a tout donné. Je n'ai rien acheté, je peux te le confier. Des cahiers au stylo jusqu'au CM2, j'ai tout eu. Alors, de quel Congo parlez-vous? John Lewis, quand on essaie de comparer, déjà, comment c'est de dire, le Congo de Massamba Deba et le Congo que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est deux Congos avec deux vitesses totalement différentes. Le Congo de Massamba Deba, moi j'ai toujours dit, Massamba Deba demeure le monstre de l'industrialisation au Congo. Cet homme qui a emmené la machine industrielle, cet homme qui a donné de l'emploi aux Congolais, cet homme qui a donné le véritable service social dans les familles congolaises. Donc, le Congo de Massamba Deba, c'est un Congo qui était bâti sur l'économie, essentiellement l'économie, l'attraction des investisseurs, vous voyez, et éventuellement, on peut parler du développement, parce que tout un chacun pouvait travailler, les enfants pouvaient aller à l'école, les fournitures scolaires étaient attribuées aux enfants gratuitement. On peut dire que c'était le meilleur Congo, le Congo qui avait, on peut dire, une conception spécifique par le monstre économique que nous appelons ici le président Massamba Deba. Mais le Congo Zoba aujourd'hui, c'est ce Congo qui est piloté par le Parti congolais du travail, le Congo qui est piloté par des incompétents, le Congo qui est piloté par des gens qui ont la haine, des gens qui apportent la séparation, la division. Le Congo qui est piloté par des gens, par des hommes et des femmes qui aiment simplement, vous voulez transformer le citoyen congolais ou le compatriote à l'esclave, vous voyez, à un Congo de la dépendance, c'est-à-dire un Congo où les citoyens sont tous à genoux face à un système, face à un homme. Aujourd'hui, le Congo Zoba, c'est le Congo qui est piloté par un homme qui est Sassou, quasiment plus de 40 ans au pouvoir, où tout le monde vit dans la misère, où tout le monde crie. Et qu'est-ce que nous remarquons? C'est simplement le vol, la destruction, des tueries de masse, des assassinats. Alors, c'est le Congo où tout citoyen congolais aujourd'hui ne se reconnaît plus. Ne se reconnaît plus. La toute dernière fois, nous avons tous vu cette vidéo de la femme de Sassou lors d'un mariage coutumier. Bon, on peut dire que les gens pouvaient, excusez-moi de l'expression, s'en foutent largement du fait qu'elle est en train de danser, mais c'est ce tact qui est accompagné de sa danse. L'argent, elle tenait des liasses d'argent entre ses mains, elle distribuait des gens qui dansent à leur faveur, à leur honneur, à leur gloire, Ça pose un problème. Ça pose. Mais l'argent qu'on donne aux Congolais, ça revient d'où? Mais c'est l'argent du contribuable congolais qui revient des bunkers personnels de Sassou Nguesso. Le trésor congolais aujourd'hui, il est complètement vide. Mais c'est cela, ces gens-là aiment comme ça, c'est-à-dire utiliser les Congolais comme des instruments de manipulation, l'achat des consciences, où tout le monde est obligé d'aller s'agenouiller auprès d'un roi, qu'on appelle le roi Sassou. Alors, cet argent, comme vous le voyez, qu'elle tenait dans ses mains, ça pouvait servir à aménager un petit bâtiment à l'hôpital ACC, qui aujourd'hui, on peut dire un hôpital boiteux. L'hôpital de Congo-Malem, mais qui ne fonctionne quasiment pas.
l'hôpital de Luandili qui est fermé aujourd'hui. Ou encore aider, par exemple, quelques familles, en s'achetant un peu du poisson salé du Maghreb pendant ce temps de fête. Vous voyez, puisque nous savons que les enseignants de Marine Boabi sont quasiment à plus de 8 mois sans salaire, quand même qu'ils ont travaillé. Donc, ils ont droit à leur salaire parce qu'ils ont travaillé. On ne peut pas leur donner. Les retraités congolais qui ont contribué de leur pension dans les fonds de pension congolais ne perçoivent rien. Vous voyez, M. Dino-Louis. C'est ça qui donne un peu la frustration. Et quand nous essayons de voir un peu tous ces étudiants congolais à travers le monde entier qui crient, qui passent des mois et des mois sans bourse, alors ça pose un véritable problème, M. Dino-Louis. Et c'est cela, chers amis, que nous sommes en train de dire le Congo Zoba. Le Congo où nous sommes dans l'apocalypse économique, dans l'Armageddon économique, où une famille pille surtout, une famille domine même au niveau de la classe politique. Alors ça pose un problème. Et nous voulons changer ce Congo-là pour que ça change, que ça ne soit plus le Congo Zoba, donc Zoba simplement un Congo idiot, un Congo bête. Nous voulons simplement ramener ce Congo-là au Congo du monstre économique qui est le Congo de Massamba Deba, où nous voulons donner un véritable avenir à tous les enfants du Congo. Voilà, merci. Je rappelle donc à tous ceux qui viennent de se connecter sur la radio de la communauté que nous avons en face de nous, donc dans ce studio virtuel, Monsieur Bernard Pongui, qui est un résistant du Canada. Avec Bernard, nous faisons le tour de quelques questions d'actualité, notamment sur la politique congolaise. Alors, vous parlez de frustration, vous avez toujours eu des mots durs à l'égard de cette opposition, notamment dans son organisation. Eh bien, frustration, on en parle à Paris, mais peut-être un peu plus en Amérique du Nord, où vous n'êtes même pas organisé comme ceux de Paris. Alors, je vous ai suivi peut-être pleurer, larmoyer, tout récemment, à la suite du décès d'un de nos frères, M. Kiwangou, paix à son âme, et vous vous plaignez du fait que cette diaspora n'était pas organisée, que personne n'a eu une pensée pour cet homme et n'a assisté à ses obsèques. D'abord, est-ce que vous pensez que c'était nécessaire d'y participer? Bon, c'était très nécessaire parce qu'il faut le voir que paix à son âme, au doyen Victor Kiwangou qui nous a quittés, que nous avons d'ailleurs inhumé le 3 novembre passé, c'était nécessaire parce que déjà c'était un frère résistant, un frère qui était avec nous dans le combat, un frère qui a fait plusieurs publications, qui a fait plusieurs voyages pour aller chercher la libération du Congo-Brazzaville. Et ce qui est très nécessaire, c'est que ce frère était le coordonnateur de la Convention de la diaspora des Congolais du Canada, cette organisation qui lutte pour les libertés au niveau du Congo-Brazzaville, qui est très connue ici au niveau des autorités du gouvernement fédéral. Vous voyez que c'est un frère qui s'est engagé dans le combat. Et ce qui est quand même surpris, c'est que lorsqu'il nous a quittés, lors de son enterrement, nous n'avons pas vu tous ces Congolais que nous voyons ici au Canada, qui sont dans la résistance. Et c'est bien normal qu'on se pose un peu la question pourquoi les gens ne sont pas venus. Mais, M. Dino-Louis, il ne s'agit pas ici de parler de l'organisation. Plutôt ici, il faut parler des égos, c'est-à-dire des gens qui ont voulu prendre la place du coordonnateur. Et que le coordonnateur a eu à faire des petites reproches, parce que, vous savez, le coordonnateur, comme d'ailleurs moi, personnellement, nous sommes des gens qui aiment respecter la loi, les textes. Si vous avez des statuts que vous avez mis en place, vous devez donc respecter ces statuts. Si vous avez un règlement intérieur d'une organisation que vous avez mis en place, il faut donc respecter ce règlement intérieur. Bon, nous savons que le doyen Vicky, qui n'est plus avec nous, avait fait quelques reproches à pas mal de compatriotes, on ne va pas dire les noms ici, et cela a entraîné comme un petit conflit, à l'interne et même à l'externe, à l'interne comme à l'externe. Et ce qui est quand même curieux, c'est que ce comportement de ces compatriotes, ils l'ont conservé même jusqu'au décès de notre compatriote Victor Kiwangou. Et c'est là où je dis qu'il y a un problème. Le problème, c'est quoi, Dino-Louis? Le problème, c'est qu'il y a un petit groupe qui voulait prendre les commandes de la Convention. Mais prendre les commandes de la Convention, c'est pourquoi faire? C'est pour simplement rallier la Convention de la diaspora des Congolais du Canada aux idéologies du Parti congolais du travail, donc ramener la Convention vers le parti de Sassou. Et ça, nous avons dit non. Nous nous sommes opposés, on a dit non. La Convention a été mise en place pour lutter contre
les répressions, lutter contre le pillage, le vol, contre les assassinats qui sont en cours au Congo-Brazzaville, mais jamais, au grand jamais, la Convention ne fera partie d'un quelconque parti politique au Congo-Brazzaville. La Convention va garder son indépendance. Donc, on peut le dire que M. Guinouis, c'est très triste d'en parler, hein, mais il était nécessaire que le monde le sache. L'organisation est là. Hein, il faut dire que les gens sont très organisés. Même que le doyen n'est plus là, nous continuons à travailler, à faire ce que nous sommes en train de faire. Mais il y a, parmi nous, on peut dire, il y a des gens qui ont des égos, qui veulent piloter des organisations, mais ils n'ont pas les compétences et la capacité de pouvoir les piloter. Et ils ne visent qu'un seul intérêt, l'intérêt de pouvoir essayer de rapprocher ces organisations vers le Parti communiste du travail, afin que ces gens-là soient donc un canal par lequel ils vont commencer à percevoir de l'argent revenant du Congo-Brazzaville. Et nous, on a dit non à ce genre de choses. Vous voyez, donc, on peut le dire, les gens sont toujours organisés, mais... Alors, concrètement, que prévoyez-vous à l'immédiat? Nous avons des problèmes brûlants maintenant, non? Nous avons la question du dialogue. Dino, oui, je crois que j'avais été contacté par pas mal de Congolais. Moi-même aussi, dans l'une de mes vidéos, j'ai lancé un appel solennel à tous les compatriotes. Nous sommes à un moment crucial de notre pays. Ceux-là qui ont des égos personnels ou des problèmes personnels, qu'ils essaient de le regarder, de le mettre à côté, de penser la nation qu'est la nation congolaise. Nous avons un projet, dans une vidéo, nous avons appelé les Congolais. Le projet, il est là en train de faire son cours. On demande à tous ces amis qui ont sauté du bateau, qui sont encore conscients, parce que nous ne voulons pas voir des gens qui viennent dans le bateau avec doubles idées et double face. Hein. C'est-à-dire, si vous revenez dans le bateau, il faut que vous ayez les mêmes idéologies que nous, l'idéologie qui est celui de déboulonner Sassou au pouvoir, pas question de pouvoir aller dans des quelconques négociations avec le régime Sassou. Donc, on le demande tout simplement à tous ces compatriotes en Amérique du Nord. J'ai eu pas mal de conversations avec pas mal des amis des États-Unis, que je ne vais pas citer les noms ici, et je crois que vous connaissez tous ces individus. Donc, ces gens-là sont d'accord de revenir sur la table, de revenir sur le combat, parce que plusieurs questions se posent. En Amérique du Nord, on a l'impression qu'il n'y a que Bernard Pongui qui est sur tous les fronts. Tout le monde se pose la question même au Congo. Et où sont partis les autres? Pourquoi on ne les entend plus parler? Vous comprenez? Donc, c'est une façon de leur demander, le combat a besoin de tous ces compatriotes, revenez dans le bateau, mais vous devez revenir dans le bateau avec une seule idée, une seule pensée. Vous ne devez pas revenir dans le bateau en ayant deux carapaces. Nous allons avoir une seule carapace qui est celle du peuple congolais. Nous devons lutter pour la libération complète du Congo et aussi une façon de pouvoir aider le pays, le Congo-Brazzaville. Mais en tout cas, Guy Lewis, on demande à tout le monde de revenir, mais revenir avec une seule carapace qui est la carapace du Congo-Brazzaville. Voilà, ça nous permet donc de traverser l'Atlantique pour parler du dialogue, notamment avec cette diaspora de Paris. Alors Bernard Pongui, l'actualité de ces dernières semaines, sur cette actualité, j'allais dire, vous avez consacré plusieurs vidéos, notamment évoquant des problèmes d'achat de conscience, Bernard Pongui. Alors, d'abord, première question de curiosité, ce que vous voyez en France maintenant, Bernard Pongui, notamment avec cette grogne sociale, est-ce que ça vous fait penser à quoi? Que cette mère patrie elle-même n'a pas le droit donc de nous donner des leçons? Mais dis-nous, oui, on l'a toujours dit. Hein? Si vous avez remarqué dans plusieurs de nos vidéos, nous nous adressons beaucoup à la classe politique française, nous nous adressons beaucoup à la société française d'une manière générale. Nous nous adressons surtout au plus bas peuple. Parce que les gens ont tendance à nous coller l'étiquette de xénophobes, c'est-à-dire que nous sommes des xénophobes contre les Français. Non. Aujourd'hui, je crois que le bas peuple français est en train de comprendre en réalité les véritables enjeux. Le problème de la France, c'est sa classe politique qui est corrompue. Et c'est ça la réalité. Quand vous avez une classe politique qui est corrompue, et cette classe politique ne va que continuer à soupirer ce qui appartient aux pauvres, ce qui appartient à la classe moyenne. Et nous arrivons à quoi? À l'explosion aujourd'hui. Aujourd'hui, nous pensons que la France n'a pas de leçon à donner aux Africains parce que c'est la France qui organise la destruction complète de l'Afrique, le pillage complet de l'Afrique, les guerres en Afrique, la séparation et les divisions en Afrique. Vous voyez? Donc, on peut le dire aujourd'hui que la situation que la France est en train de vivre aujourd'hui, du point de vue des répressions, ce sont les mêmes répressions que nous sommes en train de vivre en Afrique, et les recommandations et les conseils partent de la France pour que nous puissions subir ces répressions. Aujourd'hui, nous avons vu, par exemple, la France qui a dépêché
des blindés dans les ruelles de Paris. Et ça, nous avons l'impression là que nous sommes carrément au milieu de l'Afrique, où nous avons un dictateur qui est au pouvoir en France. Mais on l'a toujours dit, les présidents français sont des amis des dictateurs et par projection, ces présidents demeurent aussi des dictateurs. Mais aujourd'hui, les peuples français doivent regarder que les Africains sont des victimes d'un système. Aujourd'hui, c'est aussi le peuple français qui est victime de ce même système. Donc, on le dit encore au peuple français, travaillons tous ensemble pour détruire ce système qui est là pour pouvoir briser les populations, détruire les économies. S'il y a destruction de l'économie d'Afrique, mais franchement, il y aura destruction de l'économie française. Monsieur Dinowis, pour terminer sur la France, je vais simplement dire que vous allez remarquer qu'aujourd'hui en France, les chefs d'État n'ont que 5 ans de mandat. Après Chirac, vous avez vu Sarkozy qui est venu, 5 ans, on l'a balayé. Il était l'ami des dictateurs. Il est parti même honorer Sassou à Brazzaville. Vous avez vu François Hollande qui a fait un peu de tête dure après. Il devient l'ami du dictateur Sassou. Et 5 ans après, il a été impopulaire. Et vous avez là Emmanuel Macron qui est aussi devenu l'ami du dictateur. En moins de 2 ans, il devient un président très impopulaire. Et on l'a dit, tout président français qui va serrer le poignet de main de Sassou Nguesso va simplement recevoir la poisse, qui est la poisse du criminel Sassou, du fait qu'il porte le sang du peuple congolais. Donc ce président-là sera toujours un président impopulaire en France. Voilà. Voilà Bernard Pongui, merci donc à tous ceux qui sont connectés sur Facebook. Je constate qu'il y a beaucoup d'amis qui nous suivent et qui nous vous invitons donc à réagir et à poser des questions qui font sens à monsieur Bernard Pongui. Je rappelle que Bernard Pongui est membre de la communauté congolaise du Canada à Toronto et des résistants. Alors Bernard Pongui, parlons maintenant de la diaspora en France. Une diaspora qui devient de plus en plus désorganisée avec des initiatives qui vont dans tous les sens. Alors, est-ce que vous attribuez cela à quoi? À la capacité avérée du PCT à nuire, à diviser, à faire circuler le cash, ou à l'incompétence même de nos cadres, notamment ceux de l'opposition? Vous avez là-bas de grands leaders. Est-ce que vous pensez que ces leaders-là n'ont pu asseoir une stratégie capable justement de maintenir le cap en face du gouvernement? À quoi attribuez-vous tout ce désordre qu'on constate en France? Monsieur Dinowis, s'il s'agit de regrouper tout ça en un seul mot, je dirais simplement que cette diaspora, qu'il s'agit de la diaspora de Paris, la diaspora d'Europe, des États-Unis, la diaspora de partout d'Afrique, même ceux qui sont de l'opposition au Congo, ils sont tous infectés par ce que nous appelons le syndrome de la mangeoire. Bon, on va s'expliquer sur le syndrome de la mangeoire. Qu'est-ce que nous remarquons? Le PCT a une stratégie. Le PCT, c'est un parti qui est là au pouvoir pendant plusieurs années et qui ne fonctionne que sur la démagogie, la manipulation, le mensonge, le pillage, le vol, les assassinats. Et donc, dans le principe de corruption, le PCT utilise l'argent du contribuable congolais qui sont incapables d'ailleurs de payer les salaires au Congo, et cet argent est injecté pour pouvoir corrompre le monde entier. Mais, M. Dinowis, si vous essayez de regarder, ça fait partie des stratégies de Sassou. Affamer du monde au maximum et les ramener vers vous comme étant des petits rats. C'est ça le principe du PCT. Donc on fait exprès de ne pas payer les fonctionnaires, on fait exprès de ne pas payer soit les pensionnaires au Congo ou encore les étudiants, et on fait exprès de ne pas créer des emplois pour toujours ramener le monde vers ce système d'esclavagisme, plus du fait qu'ils détiennent l'argent du Congo, donc l'argent circule dans la corruption. Mais ce que nous avons remarqué dans la diaspora de Paris, c'est une diaspora qui part dans tous les sens, c'est-à-dire, il ne faut pas, ici on ne va pas généraliser, hein, il y a quelques têtes dans cette diaspora ces gens-là sont habitués à la facilité, c'est-à-dire, ils ne veulent pas aller chercher des véritables emplois, faire des formations pour avoir de l'emploi, pour prétendre avoir une certaine indépendance. C'est ça aussi le problème. Hein. Nombreux parmi cette diaspora de Paris n'ont pas d'emploi. Donc, ils ne vivent que des miettes qui viennent de Brazzaville, ou ne vivent que des gens autour d'eux. Donc, ces gens-là sont vulnérables, on peut dire, aux appâts du Parti contre le travail.
Aujourd'hui, nous sommes en train de voir nombreux parmi eux shifter, changer de position. Mais si vous essayez de regarder dans ce groupe-là, de ces diasporas au niveau de la place de Paris, ceux-là qui viennent nous parler du dialogue. Mais ce groupe-là avait déjà posé ce problème du dialogue en 2013, quand ils sont allés passer quelques réunions dans les couloirs de l'Assemblée nationale française. Ils sont venus avec des concepts qu'eux, ils ont intitulés les États généraux de la nation sous le régime Sassou Nguesso. Vous voyez, déjà là, il y a fausseté. Vous ne pouvez pas nous dire que vous allez aller faire les États généraux de la nation, sous la supervision de l'homme qui est le problème au Congo-Brazzaville. De l'homme qui est la cause de toutes les crises, qu'il s'agit des crises économiques, crises financières ou des crises politiques, crises sociales. C'est quasiment pas. Parce que cet homme n'aura pas, si vous voulez, ne pourra pas vous donner les moyens de faire la traçabilité pour retrouver la véritable vérité. Hein, et puis solutionner sur ces vérités après. Vous voyez? Donc, on le dit encore à la diaspora de Paris, ressaisissez-vous, hein, parce que nous ne pouvons pas continuer sur ces mêmes pédales. C'est celui-là mon problème, Bernard Pongui. Vous voyez, je vous comprends qu'il y a dans le groupe des gens vulnérables, faibles d'esprit ou de cash, mais j'insiste sur la capacité de mobilisation, sur la capacité, j'allais dire, managériale de nos leaders, notamment de vos leaders ou de vos collègues, qui n'ont pu, à ce jour, asseoir une stratégie pour éviter toutes ces dérives. Comment faire pour que ces gens, je lâche le mot, vous pouvez aussi élaborer des stratégies qui vous permettent de dérouter le gouvernement, et bien sûr à long terme. Mais je reviens sur ce que un de mes collègues ici, Boulingui, faisait remarquer, que vous êtes toujours à la remorque du gouvernement. Mais si le gouvernement a réussi à faire, donc à créer du désordre en France, c'est parce que vous-même, vous n'êtes pas déjà organisé et que vous avez même, je constate qu'il y a même un déficit de communication. Est-ce que l'information circule? Quel type d'information faut-il pour que la diaspora soit réorganisée? Bon, mais je crois que, Dino, je ne pense pas que la diaspora de Paris est aussi complètement désorganisée. Je ne pense pas ça, parce que nous avons vu, hein, pendant que Sassou est venu à Paris, il y a une petite agitation, un petit groupe qui s'est levé, qui est allé même quémander à l'hôtel là où était Sassou, où les gens sont venus nous parler d'une espèce de dialogue. Et tous nous avons vu cette vidéo qui circule de M. Marcel Makoumé, dans laquelle, d'ailleurs, il a fait une première vidéo où il accusait le peuple congolais, la diaspora, qui résiste à aller dialoguer, à un dialogue sous la sauce Sassou. Et quelque temps après, il vient faire une vidéo où quasiment il pleurait à Sassou, il pensait qu'à son propre ventre. Vous voyez? Donc, M. Dinowis, vous ne pouvez pas faire confiance à ce genre de leader, ce genre d'individu. Mais il faut lui dire que la plupart des leaders, vous dites des leaders de l'opposition, moi j'appelle ça une opposition entre parenthèses, tout ce monde est dans la trajectoire de Makomé. Et moi, je l'ai même donné, si vous voyez, une caractéristique, je l'ai dit, c'est une macométisation de la mangeoire. Parce qu'il faut le dire, hein, M. Dinowis. Oui. Ça, c'est des choses que nous avons l'habitude de dire, et les gens peuvent aller faire des vérifications là-dessus. Pourquoi l'opposition au Congo ne bouge plus d'un iota depuis un certain temps? Pourquoi ceux qui se disent les opposants ne bougent pas? Mais parce qu'ils sont tous nourris par le système Sassou. C'est des gens qui ont des perdièmes mensuellement, c'est des gens qui bénéficient des évacuations sanitaires, c'est des gens qui sont logés, nourris par le système Sassou. C'est un système qui est comme ça. Le PCT, Parti congolais du travail, le système Sassou, c'est basé sur la corruption. Regardez un peu comment il a fabriqué une opposition officielle au Congo en nommant Pascal Satimadiala. Donc vous voyez que Dinowis, voilà pourquoi le problème de Sassou, comme le disait quelqu'un, m'a appelé, me l'a dit, le problème de Sassou, c'est cette jeunesse qui n'a jamais maîtrisé. Parce qu'il faut lui dire que Sassou a maîtrisé toute cette classe-là, des Mbéry Martin, même la classe moyenne, des gens comme les Makomé aujourd'hui. Sassou les a tous maîtrisés parce que ces gens-là dépendent de Sassou, ne vivent que Sassou. Parce qu'il faut le dire que la plupart de ceux qui font la politique au Congo n'ont jamais d'ailleurs un véritable métier. Hein.
Ils viennent de la politique, ils deviennent des riches dans la politique et ils sont nourris dans la politique. Donc, ces gens-là ne peuvent plus jamais sortir de la politique parce que s'ils sortent de la politique, c'est leur gagne-pain qui est coupé. Alors, la nouvelle classe de tous ces jeunes qui viennent, qui sont en train de combattre le système Sassou, c'est des jeunes qui travaillent, c'est des jeunes qui savent qu'est-ce que c'est la valeur du travail, qu'est-ce que c'est l'emploi. Donc, ce sont ces jeunes-là que Sassou n'arrive pas à maîtriser parce que ceux qui sont conscients Sassou n'arrive pas à les mettre dans sa nasse de la corruption. Donc, on peut dire que M. Dean Lewis, au niveau de Paris, il y a bien sûr des Congolais, il y a des compatriotes qui sont structurés, quand même qu'ils ont aussi quelques difficultés financières, mais ils sont tous soudés sur l'idéologie de chasser ce système au pouvoir au Congo. Donc, on peut le dire aujourd'hui que pour nous encore, hein, John Lewis, nous ne voulons pas être dirigés sous un leader, parce que si vous êtes dirigé sous un leader, quand ce leader, la tête est coupée, c'est tout le groupe qui est détruit. Mieux vaut avoir plusieurs têtes et plusieurs fronts, et nous avançons jusqu'à l'objectif. Mais à un certain moment, il va falloir que les élites de cette diaspora puissent se rassembler autour d'une table pour mettre en place une véritable stratégie. Et on le dit encore, nous avons à un certain moment appelé, à un certain moment au cours de cette année 2019, nous allons faire venir les élites de toutes les diasporas en Amérique du Nord. Ça peut être le Canada comme les États-Unis, mais il faut que ce soit des gens conscients et sérieux, des gens qui sont d'accord avec l'idéologie et les stratégies que nous allons mettre en place pour chasser Sassou. Donc, les gens se plaignent, les gens se disent qu'il nous manque des finances, mais les finances sont là, on donnera ces stratégies à ces camps. Alors Bernard, je reviens donc sur cette proposition. Vous, le problème est clair, revenons sur terre, soyons réalistes. Nous avons en France déjà deux groupes. Un groupe qui est en train de faire la promotion, on l'a vu à la lumière des posts qu'on lit sur Facebook, qui est en train de faire la promotion du dialogue initié récemment par le pouvoir. Et vous avez donc un autre groupe encore moins organisé, celui qui se considère comme étant des gens honnêtes. Alors, quelles sont pour vous, je voudrais vous inviter à être plus concret, les conditions qui permettent d'asseoir une feuille de route commune de l'opposition quant à la question du dialogue? Est-ce que vous avez une stratégie d'ensemble qui vous permette déjà, par exemple, de chercher un médiateur, de voyager et de prendre des consultations? Bon, M. Dean Lewis, déjà, puisque moi je réponds à votre question, mais dans notre projet, pour nous, on ne dialogue pas avec Sassou, on a une autre stratégie derrière notre proposition. Hein, ça, je ne veux pas le dire ici. On a toujours dit, pour chasser Sassou, il faut mettre en place l'équilibre de force militaire. Et c'est l'unique moyen pour ramener Sassou à la table de négociation, à la table de discussion, d'une manière sincère. Parce qu'il va se rendre compte qu'il y a un équilibre qui est là, et donc, il va faire face désormais à une véritable force devant lui. C'est l'unique façon. C'est l'unique façon qu'on ramène un dictateur à une table de négociation. Vous ne pouvez pas venir seulement comme ça dire à un dictateur, oui, nous allons venir à votre dialogue que vous avez proposé. Donc, un dialogue encore à la sauce Sassou. Mais le Congo, il y en a eu des dialogues. Hein. Le tout dernier qu'ils ont eu à faire, c'est celui de CBT. Et nous savons les conséquences aujourd'hui. C'est la banqueroute du Congo, l'apocalypse économique, l'armageddon économique, c'est le génocide dans le département du Sud, le département du Pôle, et c'est des crimes qui vont rester impunis tant que ce régime-là sera là. Maintenant, nous voulons dire à ces Congolais-là qui veulent aller à ce dialogue de Sassou. Mais si vous voulez proposer le dialogue, il ne faut pas que ce soit Sassou qui vous impose son dialogue et que vous allez donc dans l'enclos de Sassou pour aller dialoguer. Ça va encore être un peu comme les concertations de Wesso, qu'on nous a dit qu'il y a un cahier de charges qui est parti de Mpila et que les gens ne devaient que discuter sur ce qui était écrit là-dessus. Vous voyez? Mais on va quand même leur dire ce que nous pensons s'ils veulent aller choisir ce chemin. Premièrement, il faut que vous vous rassurez qu'il y a la sécurité au Congo. Pour qu'il y ait la sécurité au Congo, il faut que vous puissiez ramener au Congo une force d'interposition. Une force d'interposition au moins de 40 000, 50 000 troupes qui va assurer la sécurité des populations. Une force d'interposition qui va apporter la quiétude et la confiance au niveau de la population, même au niveau de la classe politique. Le rôle de cette force d'interposition, ce serait la sécurité du pays,
et puis désarmer les forces de la Gestapo. Parce qu'il faut le dire qu'au Congo, il n'y a pas une armée, c'est une milice privée qui est au compte de Sassou, qui travaille pour Sassou, qui travaille pour le régime Sassou. Donc, si vous ne désarmez pas cette milice, mais cette milice viendra, quelles que soient les institutions que vous mettez en place, mais ça sera que des coups d'État en coups d'État. Vous voyez, donc, M. Dinoris. Et il faut le dire que vous pouvez les appeler comme vous voulez, les Nations Unies. Aujourd'hui, il y a des groupes privés qui font de l'armée militaire, la sécurité. Vous voyez, les Américains l'ont utilisé en Irak, un peu partout. Et nous aussi, nous pouvons les utiliser. Bien sûr que ces groupes-là seront payés avec l'argent du contribuable congolais, parce qu'il n'y a rien de gratuit. C'est ce que nous allons mettre dans la tête des Congolais. Vous faites venir des gens pour vous sécuriser, pour mettre de l'ordre dans votre pays. Il faut que ces gens-là soient payés, soient traités. Ils vont être payés avec l'argent du contribuable congolais. C'est le sacrifice que nous allons faire pour une petite période. Une façon de pouvoir se rassurer que notre pays est désormais pacifique. Donc, une fois que ces forces sont là, on va désarmer les forces de la Gestapo, on va sécuriser le pays, on va recruter des Congolais pour mettre en place de nouvelles forces de sécurité. Ça, c'est le premier préalable, hein, on peut dire. Deuxièmement, vous dépouillez Sassou de tous les pouvoirs, comme à la conférence nationale. Mais Sassou ne sera plus président. Vous le dépouillez de tous les pouvoirs. Et pendant que vous êtes en train de négocier, c'est là où vous mettez en place une équipe qui va diriger le Congo pendant une période de transition de 2 ans ou 3 ans. Sassou n'est plus président. Je le répète, Sassou est dépouillé de toutes les fonctions. Ça serait un départ. Mais Sassou doit être là, dans cette salle-là, de négociation-là. Ça ne sera pas que des collaborateurs qui vont envoyer. On a vu le président Laurent Gbagbo aller à Marcoussis pour parler des affaires ivoiriennes. Le président Laurent Gbagbo était là. Donc Sassou doit être là. Vous voyez, M. Dinoris. C'est un peu une vision pareille que nous sommes en train de donner. Et pendant ces dialogues, c'est là que vous profiterez de mettre en place tous les cahiers de charges. Vous allez revoir le système éducatif, le système de santé, comment financer, comment vous allez dénicher les points de corruption, si vous voyez, au niveau du Congo, et quelles sont les solutions que vous apportez par rapport aux points de corruption. Ça serait le point de départ et que le cahier de charges qui sortirait de ce dialogue, une équipe qui va être mise en place pour faire des audits après. Tant que vous ne faites pas des choses comme ça, et vous nous dites que vous débarquez sur Sassou, à Brazzaville, allez faire un dialogue, alors vous êtes encore simplement allé dans la patte du boulanger, et le Congo n'avancera pas. Éventuellement, ils iront certainement chercher leur argent parce qu'ils ont pensé à leur banque, mais le peuple et tous nos jeunes qui sont au Congo n'auront pas d'avenir. Alors Bernard Pongui, vous vous souviendrez qu'il y a quelques mois, vous êtes passé de passage à Chicago et je vous ai reçu sur cette question du dialogue au cours d'une interview et qui était intitulée « Dialogue mais avec qui ?» Bernard Pongui, dans l'opinion d'abord, on croit que vous êtes en quelque sorte un radical ou à la limite un extrémiste. Vous développez là une position qui peut faire l'unanimité, mais vous avez encore dans votre poche une proposition privée et qui fait appel aux moyens violents. Alors, à quoi devraient s'en tenir les Congolais? Est-ce que vous ne pensez pas abandonner cette position radicale, notamment, qui consiste à utiliser des moyens violents pour renverser le gouvernement? Bernard, non, mais écoutez, M. Dinoris, écoutez, M. Dinoris, on ne peut pas ici parler des problèmes violents, là, parce que le violent, c'est Sassou. Dans ces contextes, hein, nous ne sommes pas des violents parce qu'on n'a jamais tué qui que ce soit, on n'a jamais volé quoi que ce soit, mais le violent, c'est Sassou. Le génocide qui venait de commettre dans le département du Poul, aujourd'hui, c'est le plus récent. Les 17 jeunes Congolais qui ont été assassinés dans le cachot de Chakona, aujourd'hui, est connu de Sassou. Les disparus de Bit, le violon, c'est Sassou. Vous voyez? Donc, il faut lui dire que Sassou, comment il a fait pour prendre le pouvoir? Comment il a fait? Il a utilisé la violence pour prendre ce pouvoir-là. Et il continue à utiliser la violence aujourd'hui. Donc, face à un dictateur, vous n'avez pas de choix. Face à un homme qui assure du terrorisme, Sassou est un terroriste, hein, mais il camoufle le terrorisme dans l'État congolais. C'est un criminel, c'est un assassin, Sassou. Donc, l'Occident ne badine pas quand il s'agit des terroristes. L'Occident ne badine pas quand il s'agit des criminels. L'Occident utilise tous les moyens nécessaires pour pouvoir déboulonner les dictateurs. Et nous le savons, pour tous Congolais qui veulent aller dans l'enclos de Sassou
pour un dialogue, dans l'enclos du système particulier de travail, pour un dialogue, mais ça sera voué à l'échec. C'est remettre Sassou au pouvoir, quels que soient les fonds que vous allez percevoir de la part du Fonds monétaire international, le Congo ira nulle part. Nous avons vu quelque part une publication, on nous dit, entre guillemets, je ne confirme pas si c'était les propos du président Ouattara, que même si le FMI pouvait effacer la tête du Congo plus de 1000 fois, le Congo n'ira nulle part avec ce type-là, avec Sassou. Donc comprenez que le Congo va très mal. Monsieur Dinoui, c'est que vos auditeurs doivent connaître le vol, les assassinats, le pillage, la destruction du Congo, la manipulation est une culture dont Sassou et son parti politique. Une culture, c'est ce qu'on ne change pas, ce qui est avec vous. Vous vivez avec, vous mangez avec, vous dormez avec, vous ne rêvez que ça. C'est une culture qui est là. Donc, vous n'aurez jamais, si vous voyez ce que nous sommes en train de dire, la traçabilité dans le système économique, vous n'allez jamais avoir ça. Vous n'allez jamais avoir la traçabilité dans tout ce qui sont les systèmes de gestion au Congo. La corruption sera toujours là. Le bradage d'argent, le bradage du pétrole congolais, des mines congolaises sera toujours là. Vous voyez, donc, c'est une culture avec ce système. Si vous vous opposez, on doit vous assassiner, on doit faire ceci, on doit... Non, Monsieur Dinowis, ce que nous faisons, ce n'est pas de la violence, mais c'est une façon de libérer le Congo et de libérer le Congo d'une manière définitive. Alors, et nous travaillons en tant que fils du Congo parce que Sassou n'est pas l'unique fils du Congo qui ne pense pas qu'il est plus intelligent que tous les autres Congolais. Et nous ne devons pas nous arrêter, nous limiter à cela. Il faut chercher des solutions. Il y a plusieurs solutions. Ceux qui veulent aller dans ce chemin de dialogue, nous avons donné des idées, ce qu'ils peuvent utiliser comme moyen de pression. Et là encore, il faut voir que si Sassou va accepter de venir et d'accepter ces moyens de pression-là. Dans le cas où il n'acceptait pas, il y a un plan B qui est celui de mettre en place l'équilibre de forces militaires. Et nous sommes convaincus que l'équilibre de forces militaires, c'est l'unique moyen qui ferait sauter Sassou, qui ferait regresser Sassou. Si vous voyez que, M. Dinowis, depuis 2013, ce même groupe de Paris qui nous parle de dialogue, en 2013, il y a une vidéo qui circule, ils se sont rassemblés, ils ont dit Sassou doit dialoguer, Sassou va dialoguer. Mais qu'est-ce que Sassou a fait? Est-ce que Sassou avait écouté leur discours quand ils sollicitaient le dialogue à cette époque-là? Non, quasiment pas. Le sien aboie, la caravane continue de passer. Et là encore, il est en difficulté économique, il est en difficulté dans tout le système, et nous nous approchons vers les élections de 2021. Il faut savoir que l'homme, à chaque élection, il doit toujours organiser un semblant de dialogue. Il doit rassembler ce que lui a appelé les sages du Congo. En réalité, c'est des gens affamés qui ont pris l'étiquette de sages, une façon de leur bourrer d'argent, l'argent qui appartient non pas à Sassou, non pas à ses parents, parce que ses parents n'ont jamais été des entrepreneurs, mais l'argent qui appartient aux contribuables congolais. Alors, peuple congolais, réveillez-vous. Alors, Bernard Pongui, je rappelle, merci donc une fois de plus à tous ceux qui sont connectés sur la radio de la communauté. Je vous rappelle que nous avons pour inviter M. Bernard Pongui, résistant du Canada, et nous parlons de la crise multidimensionnelle du Congo-Brazzaville. Crise, je rappelle une fois encore, politique, économique, sociale, crise de valeur également. Alors, Bernard Pongui, parlons des questions méthodologiques et stratégiques dans la voie au dialogue. Alors, chaque fois que vous évoquez cette question, Bernard Pongui, je constate que vous brandissez toujours le spectre de l'enfer, le spectre de la CPI. Croyez-vous qu'une telle démarche soit en mesure de rassurer vos interlocuteurs? Est-ce que ça peut les rassurer à venir? Mais, M. Dinowis, il faut le dire que nous n'allons pas, pour ceux qui vont aller, ceux qui veulent prôner ce dialogue, on vous le dit déjà, que nous sommes dans le principe de la tolérance zéro. On ne va plus répéter ce que Monseigneur Ernest Kombo a fait, qui aujourd'hui est en train de coûter au peuple congolais. Aujourd'hui, c'est des générations et des générations qui sont des grands perdants sur le geste réalisé par Monseigneur Ernest Kombo. Paix à son âme parce qu'il n'est plus avec nous. Mais en tout cas, il faut lui dire que c'était une erreur grave. Laquelle? Les séances de lavement de main et le pardon qu'il a accordé à Sassou. Monseigneur Ernest Kombo a donné des instructions fermes de ne pas suivre tout le rapport qui est sorti de la conférence nationale souveraine, parce que tout le rapport condamnait Sassou comme étant l'auteur du crime de l'assassinat du président Marien Wabi et tous les crimes qui se sont poursuivis après.
Vous voyez, quand nous essayons de regarder le pillage économique, les biens mal acquis, tout ça, Monseigneur Ernest Kombo avait protégé Sassou, il n'y a pas eu de suivi. En tout cas, Dean Lewis, c'est une nouvelle génération. La nouvelle génération, on vous le dit, et les gens du PCT doivent le reconnaître. Nous avons vu avec le génocide du Rwanda, il y a des bourreaux qui pensaient s'échapper, mais aujourd'hui, ils sont dans les cachots. Tous ceux qui pensent qu'ils vont s'échapper en mettant le Congo dans cette difficulté, vous êtes en train de vous tromper parce que la justice va toujours vous rattraper. Et on nous dit, nous ne parlerons jamais de l'amnistie pour ceux-là qui ont commis des crimes de sang comme des crimes économiques du Congo. Il faut que la justice soit dite, il faut que le droit soit dit, il faut que les criminels puissent se rendre compte devant les tribunaux. Donc, il faut le dire que les gens de Sassou, aujourd'hui, ils sont en train de jouer de dur à cuire, mais à un certain moment, ils ne vont pas toujours continuer à jouer au dur à cuire. Le temps de la justice arrivera. Alors, avant de terminer sur la question du FMI, nous allons aborder le problème de l'opposition interne comme telle. Alors, Bernard Pongui, on ne les voit plus pendant les meetings, les Mounari, Boao et autres, ils ne s'affichent plus. Que se passe-t-il? Ont-ils décidé d'abandonner? Bon, il ne s'agit pas d'abandonner. Ils sont tous tétanisés, il faut le dire comme ça. Ils vivent un climat de terreur, il faut le dire comme ça. Ce sont les techniques de Sassou. C'est déjà... on empêche les gens de voyager même à l'intérieur du Congo. Là où le système a le contrôle, ça pose véritablement un problème. Prenons le cas de Mounari qui nous a dit qu'elle ne pouvait même pas aller à l'intérieur du Congo. Même à l'extérieur de Brazzaville, on ne leur permet pas. C'est incroyable. Le Congo est une prison, John Dinovis. Quand les gens nous disent, oui, préalable dialogue, on va d'abord libérer ceux qui sont dans les prisons. Oui, je n'en disconviens pas. Le général Mokoko ne mérite pas d'aller en prison. Il faut le dire que c'est un général qui a pris ses responsabilités. Mais il faut le dire que Mokoko était dans le bonheur avec Sassou, mais il a dit non, il faut arrêter, il faut stopper. Donc c'est bien normal, un innocent, qu'on puisse libérer un innocent de prison. Le Congo est une prison, dit Novis. Donc la question de nous dire que le préalable pour aller à un quelconque dialogue avec Sassou, il faut qu'on libère les prisonniers politiques. Mais le Congo lui-même est une prison. Donc, vous voyez que si vous faites ça comme un préalable, il faut d'abord libérer le Congo-Brazzaville. Les opposants sont tétanisés, ils ne peuvent pas parler. Les médias de la télé Congo est réservé au système Sassou. Des petits groupes privés qui gèrent des petits médias ne peuvent pas aller interroger, si vous voulez, interviewer les gens de l'opposition, où tout est censuré. Vous voyez. Donc, on le répète encore. L'exemple que nous venons de voir de Paulin Makaya qui libre du Congo, qui a la citoyenneté britannique, le régime de Brazzaville refuse, prend donc la place de la reine d'Angleterre pour dire qu'il n'est pas citoyen britannique, donc il ne sort pas. Donc vous voyez quand même que le consul de Grande-Bretagne en République démocratique du Congo a démontré sa citoyenneté, mais le régime de Brazzaville n'a pas toujours voulu qu'il sorte du Congo. Donc vous voyez que le Congo est une prison. Ceux qui se disent encore leaders de l'opposition au Congo demeurent en prison. Ou encore, ils ont mis le choix, ils ont deux choix devant eux. Parce que pour moi, même quand je suis en prison, il vaut même qu'on me tue. Je dois continuer à me battre pour mes libertés. Ou ils ont fait un choix, simplement de se taire, tout en préservant les privilèges qu'ils perçoivent de la part de Sassou, avec l'argent du contribuable congolais. Ou encore, ils ont donc adhéré le concept de prison, donc il faut se taire simplement. Ou encore, voilà, donc, Dinovis, on nous dit, si ces gens-là ne parlent pas, moi je donne deux concepts, deux raisons. Premièrement, le Congo est une prison. Deuxièmement, où ils ont fait un choix de maintenir les privilèges qu'ils perçoivent de la part du système Sassou. Voilà. Alors, Bernard Pongui, j'ai une question toujours sur la question du dialogue avant de terminer. Bernard Pongui, dans vos postes, vous avez toujours l'habitude d'indiquer que les informations que vous recevez vous viennent de sources sûres, donc du milieu même de la présidence de la République. Cela montre effectivement qu'il y a une, j'allais dire, fracture ou volonté d'ouverture ou de changement. Comment, à long terme ou à court terme, j'allais dire, exploiter toutes ces failles pour que l'opposition reprenne la chose? C'est-à-dire que, est-ce que vous avez, vous, la capacité de racheter tout cela pour en faire
des gens qui se retournent contre le régime et créer une espèce d'implosion. Mais écoutez, M. C'est-à-dire une crise interne. L'implosion est déjà là. Si déjà les informations arrivent à s'exfiltrer, l'implosion est déjà là. Mais c'est que les gens nous disent. Hein. Les gens nous disent que ici, nous ne pouvons même plus respirer. Quand on tousse, on devient contre Sassou. Et donc, ce sont les AVC qui vont s'en suivre. Mais les AVC, c'est dû à quoi? Aux empoisonnements. Ou ce sont votre classe sociale, donc votre famille qu'on attaque. Ou c'est votre enfant, et ainsi de suite. Mais on nous dit, le système est brisé. Sassou ne va jamais recoudre ça. C'est totalement impossible, dit Noïs. Parce que les informations sortent même dans sa propre famille qui nous parviennent. Voyez? Donc on le dit d'une manière générale. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire à tous ces petits militaires qu'on a donné l'idéologie pour dire que ton frère du Sud, c'est ton ennemi. Mais ces jeunes militaires-là sont en train de commettre une erreur très grave. Parce qu'il faut lui dire que pour le moment, ils sont nourris par des petites primes. Mais je suis sûr qu'ils ne vont pas arriver au grade de lieutenant pour bénéficier de la pension. Parce qu'il faut lui dire que quand ils vont arriver certainement à la retraite, ils seront déjà au grade d'adjudant. Et donc, ça sera la retraite anticipée. Et avec quelle pension? Les pensions ne passent pas. Donc, il faut lui dire que tous ces jeunes Mossi qui travaillent autour de Sassou sont en train de briser leur propre avenir, l'avenir de leurs propres enfants avec le système Sassou. C'est ça la réalité. Donc il faut que ces militaires-là comprennent aussi que nous avons là droit à pouvoir sauvegarder notre futur, sauvegarder le futur de nos enfants et retrouver un bel avenir pour nos enfants. Donc il faut simplement que nous retournons notre énergie contre celui qui nous a guidés pour aller s'attaquer aux voisins, aux autres compatriotes. Donc c'est ça que nous sommes en train de dire aux autres Congolais. Si vous ne pouvez pas le faire en interne, mais en tout cas, nous sommes en train de travailler pour le faire de l'extérieur. Alors, vous évoquez le cas de donc cet avenir ténébreux de ces combattants, mais je vous informe que la situation est plus générale et qu'elle ne fait que s'empirer avec d'interminables revues du FMI. Bernard Pongui, rien n'augure des lendemains meilleurs. Alors, vous avez le peuple qui est coincé dans cette misère. C'est lui le perdant. Donc, d'un côté, l'opposition qui traîne, le gouvernement qui traîne les pieds à ouvrir des négociations directes et sincères avec l'opposition. De l'autre, une opposition désorganisée sans stratégie. Une réflexion générale sur la question, donc, les revues du FMI, et on va en terminer par là, Bernard Pongui. Bon, mais déjà, on va simplement dire à Mme Christine Lagarde que ne perdez pas votre temps. Hein, si réellement vous êtes une institution qui est sincère avec vos standards. Hein. Donc, ne perdez pas votre temps avec Sassou parce que vous connaissez mieux Sassou que nous. Vous n'aurez jamais de la documentation sincère, des informations sincères que vous êtes en train de solliciter avec le régime Sassou. Il faut le dire que Sassou est en train de traîner le pays en bateau. Ce qui est quand même curieux, hein, M. Djinowis, parce qu'on demande de travailler sur la corruption, de réduire le train de l'État, le train de vie de l'État. Mais je vous annonce déjà qu'en lisant RFI, le Congo a fait même une proposition de pouvoir organiser la CAN 2019 qui a été retirée au Cameroun. Donc, un pays qui a une crise économique, qui est en décadence, où est-ce que ce pays-là va trouver des moyens pour aller organiser une CAN dans quelques mois? Vous comprenez que l'argent-là va se ressortir des bunkers personnels de Sassou, là où il est allé cacher les 14 000 milliards de francs CFA. Est-ce que ça ne participe pas de la monstration, de la simple publicité? Bon, écoutez, ça c'est RFI qui l'a dit, ça c'est sans les gens de Brazzaville de pouvoir nous dire cette affaire, mais déjà, l'idée déjà de vous dire qu'ils ont sollicité de pouvoir organiser la carte, ça pose vraiment un véritable problème pour des véritables dirigeants qui sont capables de mener le pays ou de sortir le pays de la difficulté. Mais le FMI ne doit pas perdre son temps parce que si le FMI a dit que la dette du Congo se retrouvait à 9 milliards de dollars. Vous voyez? Donc 9 milliards de dollars, ça représente quasiment la moitié de l'argent que les responsables de ce système ont dans les paradis fiscaux et à l'extérieur. Donc vous voyez que si déjà le FMI ne se rend pas compte que ces responsables de ces systèmes-là ont rapatrié l'argent du Congo,
Mais ça, c'est déjà, ça a déjà été la condition sine qua non hein, pour le FMI pour essayer d'avancer avec le Congo. Donc, on le dit pour le Fonds monétaire international à Mme Christine Lagarde, si vous donnez l'argent à Sassou, ben Sassou va se mettre à distribuer cet argent, comme d'ailleurs nous avons vu sa femme en train de distribuer cet argent-là aux gens. Donc, il faut, pour que le FMI vienne travailler en sincérité avec le peuple congolais, il va falloir que le régime politique change au Congo. Parce que c'est ça qui nous permettait de savoir où est réellement l'argent du Congo. Où sont les points dans lesquels il y a la corruption et quelles sont les solutions que nous allons apporter à ces corruptions. Éventuellement dans le pétrole, dans les mines, ainsi de suite. Donc vous voyez qu'on le dit, si le Fonds monétaire international est sincère, l'argent, un prêt ne sera pas donné au Congo sous le régime Sassou, parce que Sassou est en train de nous jouer dans les boules. En rond, nous sommes comme dans un labyrinthe, comme en 2010. Hein. En 2010, il a reçu déjà cet argent, mais aujourd'hui, quelques années après, le pays tombe dans la banqueroute. Donc, c'est un problème de compétence. Quelqu'un m'aurait dit, un leader, on le choisit parce qu'il est capable. Il est capable de diriger, il est capable de mener le pays vers une nouvelle direction, capable de pouvoir relever l'économie d'un pays, capable de pouvoir, si vous voulez, diversifier l'économie d'un pays. Mais cet homme ne l'a pas fait pendant 40 ans. Et ce que nous avons remarqué, c'est que le Congo continue d'aller dans un trou. Donc vous voyez que vous ne pouvez pas donner de l'argent aux mêmes gestionnaires. Et ça, 92% des Congolais le disent que non, absolument pas, on ne donne pas l'argent, un autre prêt à Sassou. Alors, on le dit, si le FMI continue à tourner en rond, mais ça sera un cadeau de Noël qu'ils vont donner à Sassou et non au peuple congolais. Et donc, le peuple congolais reviendra un jour avec des plaintes sur les tribunaux internationaux poursuivant le FMI parce que le FMI n'a pas voulu écouter le peuple congolais. Donc, la solution est le changement de régime, des nouveaux gestionnaires, et en ce moment-là, le FMI peut regarder dans quelle base on peut donc percevoir un autre prêt pour relancer l'économie de notre pays. Bien sûr, à l'idéologie du président Alphonse Massamadeba, que moi j'appelle ici le monstre de l'industrialisation du Congo, et c'est dans cette vision-là que nous allons amener le Congo. Alors, Bernard Pongui, quel conseil avez-vous pour ces frères qui sont en France? Imaginons qu'un leader du PCT ou du gouvernement arrive sur la place de Paris, sollicite de discuter avec ces leaders. Est-ce que vous avez prévu une fenêtre, accepter qu'effectivement ces leaders discutent directement avec eux pour essayer de voir dans quelle mesure organiser un dialogue? Est-ce que vous avez cette fenêtre-là déjà? Mais écoutez, monsieur Dinovis, vous le savez, la machine PCT est une tentation. Toute rencontre avec un agent de ce système est une tentation de vous traîner vers une corruption. C'est clair, hein, Dinovis. Nous faisons face aux gens qui ont une culture, c'est ce que je venais d'expliquer ici. La culture de ces gens-là, c'est se maintenir au pouvoir à n'importe quel prix. Donc, le prix peut-être l'argent, peut-être le sang, peut-être ainsi de suite. Donc, pour moi, je leur dirais, il faut bannir ces gens-là. Il faut forcément fermer la porte à ces gens-là. Et travaillons pour trouver des voies et moyens et qui nous permettaient de faire sauter toute cette machine. Et puis, nous allons emmener notre pays vers une nouvelle direction. Mais, M. Dinowis, nous recevons plusieurs messages des jeunes partout, hein, des jeunes au Congo, hein, des jeunes partout au Congo. Alors, oui, ce sera la conclusion. Comment pouvez-vous rassurer ces jeunes-là? Parce que vous avez toujours promis, les gens comptent sur vous. Le mois de novembre, on me disait, j'ai entendu quelque part sur une vidéo, est passée, Bernard Pongui, vous ne faites que des promesses. À quand le départ de ce régime? Bon, Dinowis, je n'ai pas une date, malheureusement, mais il faut le dire que le mois de novembre, vous avez vu l'activité autour du pays. Vous avez vu, pour ceux qui ont des yeux grandement ouverts, ils ont vu l'activité à Brazzaville, l'activité dans la sous-région et les informations que nous recevons, on ne peut pas vous donner, on ne peut pas vous étaler. On le dit. Hein, le départ de Sassou, personne ne peut le prédire. Seul Dieu peut le prédire. Seul le Créateur peut le prédire. Quand ça va arriver, ça peut arriver maintenant, demain, après-demain. Pour les jeunes du Congo, je suis constamment en contact avec les jeunes du Congo. Il faut le dire que c'est des cris d'alarme, ces gens-là disent, qui sont dans l'enfer, dans la souffrance. Il n'y a pas d'emploi. Même quand
l'économie, essayer de marcher un peu, ces gens-là n'avaient pas droit à l'emploi. L'emploi était réservé à une catégorie des citoyens, des populations. Il faut que tu aies des recommandations, il faut que tu viennes d'une famille. Donc, le tribalisme, l'ethnicité, vous voyez, et c'est ça que nous sommes en train de combattre. Donc, les jeunes du Congo sont clairs. Ils disent, si vous donnez, si le FMI donne de l'argent à ce monsieur, nous n'allons rien recevoir. Donc, le message des jeunes est clair. Donc, changement de régime oblige, travail dans le changement de régime. Maintenant, pour ceux qui ont des acquaintances avec le régime Sassou, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, pour nous, nous sommes catégoriques là-dedans. On ne discute pas avec un dictateur qui vous pointe l'arme à la tête et qui vous demande de signer. C'est impossible. Voilà. C'est donc la fin de ce journal de la communauté de ce samedi 8 décembre. Monsieur Bernard Pongui, il est exactement 13h20. Alors donc, nous sommes restés pratiquement 1 heure. Bernard Pongui, merci de ta disponibilité. Avec notre invité, nous avons abordé les problèmes de la politique congolaise. Vous constatez autant que moi qu'il est resté constant sur ses positions. À retenir donc qu'avec Bernard Pongui, il y a la possibilité d'une ouverture, mais l'hypothèse de l'usage des moyens violents reste une hypothèse permanente et qui est quelque part dans sa gibecière. Monsieur Bernard Pongui est résistant au Canada, où il y a aussi des problèmes. Monsieur Bernard Pongui, j'espère que vous allez relancer la machine pour faire que cette diaspora se réveille et qu'elle revienne au top niveau comme d'habitude. Nous avons ce week-end un programme très alléchant avec l'ouverture de la semaine des dames. Alors, j'aurai donc, Bernard Pongui, je vous informe que j'aurai pour inviter demain Saneli Tambatamba. Saneli Tambatamba, que vous connaissez certainement sur le net et qui est une résistante de la France. Avec elle, nous allons aborder les questions politiques, mais aussi sociales. Nous insisterons sur la place de la femme dans ce combat, car vous savez qu'on a toujours décrié les comportements de ces dames, aussi bien en France qu'au Congo-Brazzaville. On croit que ces femmes incitent parfois ces hommes à se comporter de la manière la plus irrégulière. Alors, avec Saneli Tambatamba, ce sera demain à partir de 19h de Paris, voilà, 13h de Toronto au Canada et 12h de Chicago. Saneli Tambatamba, invité du journal de la communauté de Jean Lewis. Encore une fois, merci Bernard Pongui d'avoir été mon invité. Bernard Pongui, je vous rappelle, est membre de la rédaction, donc ami de la rédaction de Radio Congo Live en Chicago, et donc il participe activement à nos tribunes. Vous aussi, si vous voulez participer à ces émissions, eh bien, ce que vous ferez, c'est écrire à congolive11@gmail.com. Bernard également a participé au SOS que nous avions lancé sur la question des droits d'auteur pour relancer notre radio. Merci à toi donc, Bernard Pongui, de ta disponibilité. J'espère te retrouver à la tribune de Radio Congo Live 11 Chicago. Bernard Pongui. Merci beaucoup.